Mesdames et messieurs, aujourd'hui je voudrais vous raconter comment Lord Grey, oui, celui dont le thé porte le nom, a appris à sa jeune épouse à mener une vie de famille heureuse. Lord Grey s'est marié, et le matin après le mariage, ils sont partis faire une promenade à cheval pour parcourir ses terres. Le cheval de Lord Grey a trébuché, et il a dit « une fois ». 10 minutes plus tard, le cheval a trébuché à nouveau. « Deux », dit Lord Grey. La troisième fois, Lord Grey est descendu de cheval, a sorti un petit pistolet, l'a placé contre son oreille et a tiré. « Lord Grey », s'écria Lady Grey. « Êtes-vous devenu fou » demanda-t-elle. « répondit Lord Grey. Les époux vécurent jusqu'à un âge avancé sans jamais se disputer. Je me suis souvenu de cette histoire pour enfants lorsque Donald Trump a annoncé que l'Iran avait 40 jours. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 41e jour. Et maintenant, Trump a donné 50 jours à la Russie. Eh bien, tout de même, c'est un pays un peu plus grand que l'Iran, non ? Et il y a des idiots qui demanderont déjà « Et qu'est-ce qui va se passer le 51e jour ?» Tous ceux qui s'inquiètent des événements en Ukraine attendaient en pratique que Donald Trump annonce une punition pour Vladimir Poutine à cause de ses mensonges et de ses tergiversations. Certains sont satisfaits, d'autres disent que c'est trop peu et trop tard, et certains détestent simplement sans raison. L'un déteste l'Ukraine, l'autre Vladimir Poutine, et le troisième Donald Trump. Peu importe qui déteste qui, il y a toujours quelqu'un qui déteste quelqu'un. Ils crient tous qu'à part fusiller celui qu'ils détestent, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Le monde semble prêt pour une troisième guerre mondiale. En réalité, la Chine a des problèmes économiques. Et en plus, le pouvoir de son secrétaire général vacille. L'Iran est au bord, je dirais, sinon d'une guerre civile, du moins de coups d'État internes, de troubles, de complots, et la Russie, à qui on retire le sol sous les pieds. Une explosion peut survenir, comme lors des Premières et Secondes Guerres mondiales, car en y regardant de plus près, il y avait bien une raison à l'explosion. La seule chose qui retient tout aujourd'hui, c'est la puissance des États-Unis d'Amérique et la compréhension que Donald Trump et son équipe ont suffisamment de détermination. À la fin de cette vidéo, d'ailleurs, nous parlerons des chances de guerre et des chances de victoire. De la raison. Ce n'est jamais 100%, ce n'est jamais 0 non plus. En général, c'est plus proche de 0 que de 100. Et je vais essayer de vous expliquer de façon assez convaincante, sinon mathématiquement, pourquoi à partir de 30%, la victoire de la raison, nos chances vedales sont passées à 51%, ce qui c'est presque incroyable. Encore et encore, le président Trump essaie de mettre fin aux guerres sans recourir à la force, mais en utilisant la menace de sanctions économiques et militaires. Ce n'est pas une guerre, c'est une menace de guerre. Ce qui, comme on dit à Odessa, fait une grande différence. Aujourd'hui, nous avons conclu un accord selon lequel nous leur enverrons des armes et ils les paieront. Nous, les États-Unis, ne recevrons aucun paiement. Nous n'achetons pas cela, mais nous allons produire et ils vont payer pour cela. Notre dernière rencontre, il y a un mois, a été très réussie, car ils ont accepté ce qui représente plus d'1 trillion de dollars par an. Ce sont des pays riches qui ont beaucoup d'argent. Lors de la réunion des pays de l'OTAN, Trump a obtenu un succès sans précédent, un succès inattendu, un succès jamais vu. Tous, sauf un pays, ont accepté d'acheter des armes et de consacrer 5% de leur budget à la défense. Cela ne s'était jamais produit, Ce qui met dans la poche de l'OTAN pour les 10 prochaines années, si je ne me trompe pas, 1 trillion de dollars. Ils ont beaucoup d'argent et ils veulent le faire. Ils le veulent vraiment beaucoup et nous aussi, nous le voulons vraiment. Discutons-en avec le reporter. Olivia Rinaldi, elle est actuellement en direct devant la Maison-Blanche. Dans quelle mesure la Maison-Blanche est-elle convaincue en ce moment que l'envoi de missiles à l'OTAN pour une utilisation potentielle par la Russie et l'Ukraine conduira à la fin de la guerre?
Ri, c'est vraiment une bonne question parce que cela montre que du moins la Maison-Blanche dit ce qui suit. En premier lieu, ils requièrent un élément qui contraigne la Russie à venir négocier. Et cela se traduit par ces mêmes tarifs dont nous parlerons un peu plus tard. Mais ce nouveau paquet d'armement est également extrêmement nécessaire pour les Ukrainiens qui continuent d'être bombardés par les Russes. À l'heure actuelle, il ne s'agit plus de savoir s'ils savent que cela se terminera par une guerre, mais plutôt du fait qu'ils voient à quel point la situation est grave sur le terrain, et le président change sa position concernant l'aide aux Ukrainiens. Souvenez-vous, il disait auparavant qu'il n'y aurait plus d'aide militaire à l'Ukraine. Et maintenant, tout à coup, il se trouve ici, à la Maison-Blanche, avec le secrétaire général de l'OTAN, annonçant un nouveau paquet d'armes qu'il compte en fait envoyer à l'OTAN. Et ensuite, les pays européens membres de l'OTAN vont le payer et l'envoyer en Ukraine. C'est une manière complexe de résoudre le problème, mais en vérité, cela protège politiquement Trump de sa promesse de ne pas envoyer d'aide militaire à l'Ukraine. Mais en même temps, cela fournit à l'Ukraine les armes dont elle a cruellement besoin, puisqu'elle continue d'être la cible des missiles russes. Trump ne voulait pas envoyer d'armes à l'Ukraine car l'Ukraine avait des objectifs irréalistes, comme libérer 100% de son territoire des envahisseurs. Pour cela, il aurait fallu que la Troisième Guerre mondiale commence, et ni l'Europe ni les États-Unis n'y sont prêts. Parce que de nouvelles armes entraînaient de nouveaux morts et de nouvelles destructions. Les États-Unis pensaient que lorsque l'Ukraine serait psychologiquement prête à négocier, la Russie s'assiérait également à la table avec l'intention de mettre fin à la guerre. Eh bien, il est clair que la Russie a pris quelque chose et veut obtenir quelque chose. Donc nous n'avons pas envoyé de nouvelles armes à Kiev. Mais le 8 juillet de cette année, comme on dit, Trump a annoncé qu'il n'avait plus d'espoir, ni lui ni ses gars, que Poutine dise la vérité. Et il est temps de passer, disons, de la diplomatie à la pression. Pour être précis, oui, mais avant tout assurer la protection des villes ukrainiennes contre les bombardements massifs dont Poutine les couvre actuellement. En général, le territoire des grandes villes en tirant sur tout ce qui s'y trouve, et pas seulement sur des cibles militaires. Et cela m'a semblé très intéressant parce que aujourd'hui a été en quelque sorte un moment de consolidation de la déception envers Vladimir Poutine. Vous savez, le président a mentionné qu'il avait parlé avec Poutine. Il a eu l'impression qu'ils avaient eu une excellente conversation. Il a même dit que le soir, en rentrant chez lui, il parlait avec la première dame des États-Unis et disait avoir eu une excellente conversation avec Monsieur Poutine. Elle lui répond, « Je viens de larguer des bombes. Ah, cette fois, tu as ressenti une certaine déception pour la première fois. » Eh bien, cela s'est en fait accumulé au cours des dernières semaines. Tu te souviens, début juin, le président disait qu'il était déçu par Poutine. Il n'aime pas ce qu'il voit sur le terrain, le nombre de morts et de destructions qui continuent. Et en fait, cette déception croissante a atteint son apogée aujourd'hui lorsque le président a déclaré qu'il allait non seulement envoyer plus d'équipements militaires en Ukraine, mais aussi imposer des tarifs contre la Russie. Désormais, ces tarifs, selon le président, seront des tarifs secondaires à 100% contre la Russie qui entreront en vigueur dans 50 jours. Ce sera le 1er septembre et cela arrivera si la Russie n'accepte pas, si elle ne fait pas la paix avec l'Ukraine. Pour les spectateurs pas très malins, pour ceux qui ne comprennent pas très bien, je vais expliquer. Si l'Inde et le Brésil se voient imposer 100% de droits de douane parce qu'ils achètent du pétrole à la Russie, ne voudriez-vous pas que ces pays s'adressent à Poutine et lui disent que soit il arrête de faire la guerre, soit ils iront chez d'autres fournisseurs? Ou bien voulez-vous agir comme des trolls et des patrouilleurs? Ils écrivent dans les commentaires « Encore un report, il faut frapper maintenant ». Eh bien, cela montre soit qu'ils n'ont pas de cervelle, oui, soit qu'ils sont payés pour copier et poster, et non pour réfléchir. Si cela n'arrive pas d'ici là, à en juger par tous les signes. Nous ne constatons aucun effort de la part des Russes pour diminuer les attaques de missiles et engager des pourparlers avec les Ukrainiens.
Nous savons que leur objectif était d'obtenir plus de territoires, de conserver les territoires déjà conquis et d'en reprendre encore plus à l'Ukraine avant de revenir aux négociations. Le président a annoncé l'introduction de droits de douane secondaires à 100% à partir du 1er septembre. Cela se déroule aussi en parallèle avec ce qui se passe au Sénat américain, où un projet de loi sur les sanctions contre la Russie est examiné. Et je dois souligner qu'il compte 85 co-auteurs issus des deux partis. À Washington, il est rare de trouver un sujet qui fasse l'unanimité au Congrès, mais en ce moment, ce sont les sanctions supplémentaires contre la Russie qui semblent faire consensus. Le président a déclaré que l'Organisation des Nations Unies ne jugeait pas encore nécessaire d'imposer un tarif de 500% sur l'uranium, le gaz et le pétrole russe, ni sur les pays qui importent ces ressources de Russie. Bien entendu, cette option demeure envisageable si elle s'avère nécessaire. Et en fait, le sénateur Thune, le chef de la majorité républicaine au Sénat, sera plus tard aujourd'hui à la Maison-Blanche pour discuter de ce projet de loi. Pour les sanctions, en plus des tarifs secondaires mentionnés par le président aujourd'hui, il y a donc de nombreux éléments en mouvement ici. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est l'aboutissement d'une grande déception de la part de ce président envers le président russe Vladimir Poutine. En tant que président, Trump a le droit d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 100%. Par conséquent, tant que le Congrès n'a pas adopté cette décision, Trump ne peut pas imposer plus de 100%, et il impose le maximum de 100%. Combien d'imbéciles ont écrit « Ah, le Congrès veut 500 et 800 » Arrêtons de se côté. Cette loi n'existe pas encore. S'il y en a une, il faudra attendre que le projet de loi soit adopté, et non avec la loi, il en introduira davantage. En espérant que la Russie décidera d'entamer des négociations sérieusement, et non pour faire semblant. Eh bien, naturellement, nous voulons tous savoir ce qui se passe avec les droits de douane en général, avec ces pays qui ont également ralenti le processus de négociation, et comment la Russie agit avec la trêve en retardant la signature des accords. Mais ils ont demandé quand ils commenceraient à conclure des accords. Le matin, ils ont demandé quand il allait commencer à conclure des accords. La prochaine fois, nous pourrions simplement refuser. Chaque fois qu'il envoie un document selon lequel vous devez payer 35% ou 25% ou 50%, et dans un cas 100%, de telles transactions sont impossibles à surpasser, mais nous sommes prêts à en discuter. Et littéralement, chaque pays veut conclure un accord. D'accord. Donc, le président dit, pour reprendre ses mots, que chaque pays veut conclure un accord, mais nous n'entendons pas parler d'un grand nombre d'accords annoncés. On a presque l'impression qu'il y a une file d'attente devant la Maison-Blanche, mais si l'on regarde les résultats, il n'y en a pas tant que ça. Non, en fait, Zik. D'après la Maison-Blanche, ils n'ont réussi à conclure que 2 accords, un avec le Royaume-Uni et un autre avec le Vietnam. Bien que, concernant l'accord avec le Vietnam, nous attendions encore plus de détails sur ses conditions spécifiques. Nous savons qu'il s'agissait de barrières non tarifaires qui, selon eux, seront levées, mais à part cela, il y a très peu de détails. La Maison-Blanche affirme qu'après l'envoi de ces lettres, les pays feront littéralement la queue pour conclure un accord avec les États-Unis. C'est précisément le but, exercer une pression sur ces pays en leur montrant ce à quoi ils seront confrontés. Mais voyez-vous, nous n'avons vu aucun véritable accord conclu depuis que ces lettres ont commencé à être envoyées la semaine dernière. Bien sûr, les accords économiques prennent du temps, mais ils nécessitent de longues négociations. Ils demandent beaucoup d'efforts de la part des représentants commerciaux de Trump et du secrétaire Besson pour négocier. Mais d'après ce que nous voyons, il n'y a pas eu la réaction immédiate que le président souhaitait. Eh bien, le 1er août approche à grands pas, il ne reste que quelques semaines. Nous verrons ce qui se passera d'ici là, si des accords économiques pourront être conclus. Et voici donc l'interview pour Times Radio dont je vous ai déjà parlé. 1,5 million d'abonnés. En général, il travaille pour près de la moitié du monde. Avec l'ancien Premier ministre de Russie, Mikhail Kasyanov, sur la façon dont les sanctions influencent le régime de Poutine et la Russie d'aujourd'hui. Je ne crois pas que cela changera la situation. Je ne pense pas que cela changera la situation. Et je pense que Poutine poursuivra son invasion. Selon vous, dans quelle mesure les sanctions inquiètent-elles actuellement le régime de Poutine ?
Donc il ne semble pas particulièrement préoccupé par les sanctions imposées, mais peut-être que ce n'est qu'une feinte de sa part. Dans quelle mesure les sanctions dérangent-elles Poutine et le pays? Des sanctions individuelles? Tous ces paquets de sanctions introduits sur une période de 3 ans n'ont tout simplement pas eu d'effet immédiat. Ils n'ont pas forcé Poutine à arrêter la guerre. Mais ils ont créé de sérieux problèmes pour l'économie. Et maintenant, l'effet cumulatif de ces 3 années se fait sentir. Et Poutine sent que cela devient de plus en plus difficile. D'ici la fin de cette année, ce sera encore plus difficile. Et même ses ministres le préviennent déjà à ce sujet. C'est pourquoi Poutine veut maintenant faire pression et lancer une opération offensive, afin que dans ces quelques mois, tant qu'il se sent encore suffisamment stable financièrement, il puisse simplement écraser l'Ukraine, détruire l'Ukraine. C'est pourquoi il continue de dire « Je vais détruire l'Ukraine, j'atteindrai mes objectifs, et ainsi de suite, et ainsi de suite ». Mais la situation peut changer. Si un plafond sur les prix du pétrole avait vraiment été instauré et contrôlé, alors dans ce cas, l'afflux de revenus dans le budget fédéral de Poutine aurait diminué, et cela aurait réduit ses possibilités de financement. Voilà le problème. Il est déjà confronté à cette difficulté, car les prix du pétrole sont actuellement plus bas pour lui. 60, autour de 50, mais le budget avait été établi en prévoyant un prix de 70. Et voilà une autre pression. La pression vient des deux côtés. D'un côté, on s'attend à ce que Donald Trump fasse une déclaration aujourd'hui. Encore de nouvelles livraisons d'équipements. Et la deuxième partie, c'est la réduction de la capacité de Poutine à financer. Cela signifie une réduction de son afflux de devises étrangères. Remarquez, Horst, nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Poutine voit les nuages s'accumuler et essaie de régler les problèmes en urgence. Eh bien, le territoire, les exigences envers l'Ukraine, envers la paix, qu'il ne sera plus en mesure de régler dans 6 mois ou 1 an. Si tu sais que tu vas arrêter la guerre dans 4 à 6 mois, tu n'as pas besoin d'économiser les munitions. Tu peux les utiliser maintenant. Comme si tu en avais une quantité absolument incroyable, et que n'importe quelle quantité arrivait pour être utilisée ensuite, au lieu de les garder en réserve. Rien que cela aurait déjà dû amener les observateurs à certaines réflexions. Poutine n'a pas de gens pour la guerre, eh bien Poutine n'a pas de gens pour travailler non plus. Toutes les personnes sont simplement transférées des secteurs civils vers l'industrie militaire en ce moment. Oui, ils reçoivent beaucoup d'argent, mais les secteurs civils sont déjà en train de se réduire. Ils sont déjà en déclin. Les données officielles pour le premier trimestre montrent que les secteurs civils sont déjà en train de se réduire. Voilà le problème. Vous avez déjà fait face à ce problème cette année. D'ici la fin de l'année, la situation aura complètement changé. Autrement dit, si l'Ukraine résiste et que la Russie ne réussit pas à la conquérir, vous pensez qu'à la fin de l'année, il se peut même que Poutine doive demander la paix, parce qu'il ne pourra plus continuer à faire ce qu'il fait. Exactement. Si la pression sur le régime de Poutine continue d'augmenter, comme je l'ai déjà mentionné dans ces deux directions, alors Poutine deviendra plus flexible. Et déjà maintenant, je pense que si cette loi est adoptée au Congrès, je parle de l'initiative de Lindsey Graham concernant l'introduction d'énormes tarifs pour les pays qui achètent du pétrole russe. Si elle est adoptée, cela deviendra un outil entre les mains du président des États-Unis. Je ne pense pas que ce sera une décision du Congrès, la loi donnera simplement au président la possibilité d'agir. C'est plutôt une pression verbale et il n'est pas certain que Trump appliquera ces sanctions, mais ce sera un outil de pression. Bien sûr, cela ne forcera pas Poutine à s'asseoir immédiatement à la table des négociations, mais ce sera une pression réelle, potentielle, et je dirais une véritable sanction qui lui posera un gros problème. Kassianov pense que Poutine ne se précipitera pas pour faire des concessions lorsque la nouvelle loi de Graham sera mise en place. Eh bien, dans ce cas, nous ne parlons même pas de la loi de Graham, mais des sanctions à 100% qui entreront en vigueur directement de la part de Trump le 1er septembre. Mais à ce moment-là, la loi sera bien sûr déjà prête. Mais si les pays acheteurs de pétrole et de gaz russe commencent à refuser le pétrole russe, encore une fois, et je vais ajouter de ma part,
Si les Ukrainiens parviennent à détruire avec succès les pétroliers illégaux transportant du pétrole non autorisé, c'est-à-dire sous sanction, depuis la Russie, alors d'ici la fin de l'année 2025, Poutine commencera à avoir de sérieux problèmes dans l'industrie et dans les finances. Qu'en est-il alors d'un éventuel conflit entre la Russie et l'OTAN ? Peut-être que cela serait avantageux pour Poutine. Tu crois vraiment ça? Tu crois vraiment Poutine? Pensez-vous que Poutine va déclencher une guerre contre un pays de l'OTAN? Je pense qu'une telle situation ne pourrait devenir réalité que si l'Occident laissait Poutine détruire l'Ukraine. Et si Poutine remportait cette guerre victorieuse contre l'Ukraine, alors il avalerait tout de suite la Moldavie, qui est à côté et qui est un petit pays. Ensuite, il testera l'article 5 de la charte de l'OTAN pour évaluer son efficacité. Même parmi les pays qui ne font pas partie de l'OTAN, il y a un débat pour savoir si certains pays sont prêts à venir en aide à la Pologne, par exemple, ou si l'Estonie ne se battra que du côté de l'OTAN. Poutine aimerait vérifier si cela fonctionne vraiment, mais même parmi les membres de l'OTAN, tout le monde ne croit pas que cela fonctionne. Cette possibilité existe, pas forcément par une invasion de chars, mais par d'autres moyens de faire la guerre. C'est-à-dire organiser un mouvement en Lituanie, en Lettonie, y provoquer des affrontements entre ceux qui veulent une alliance avec la Russie et ceux qui seraient un soi-disant nationalistes, et payer les uns et les autres pour ces affrontements. Ensuite, il s'agirait d'habiller des militaires russes en vestes matelassées et en baskets, puis de les envoyer là-bas en les appelant non plus des petits hommes verts, mais des petits hommes bruns ou jaunâtres tachetés, et de prendre le pouvoir en Lituanie, en Lettonie ou en Estonie. Et ensuite, se séparer de l'OTAN, ou peut-être, ce qui serait encore plus intéressant, obtenir l'accès à tous les secrets de l'OTAN par le biais du pays conquis. Et qu'en pensent les dirigeants de l'Institut pour l'étude de la guerre à Washington ? D'ailleurs, son directeur, le général Cain, dont j'ai déjà parlé, a refusé 3 fois. 3 présidents différents lui ont proposé d'être ministre des Forces armées, ministre de la Défense dans leur gouvernement. Il a refusé 3 fois. Eh bien, voici ce qu'il pense de tout cela. Eh bien, je pense que nous assistons à un tournant majeur. Je pense que nous observons un moment charnière très important dans cette guerre. Le président est arrivé au pouvoir avec le désir d'établir la paix, surtout entre l'Ukraine et la Russie. Après une certaine hésitation dans le bureau ovale, l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu sans aucune condition. Poutine a repoussé cela pendant des mois, le président a fait preuve d'une immense patience, principalement parce que lorsqu'il se parle, Poutine se montre courtois. Il parle d'avantages économiques mutuels. Il dit « Je suis aussi intéressé par la paix que vous, monsieur le président ». Poutine se montre cependant dur au combat. En réalité, il n'a fait qu'intensifier la guerre, particulièrement contre les civils, comme nous l'avons tous constaté. Et ces derniers jours ont démontré le point culminant de cette ampleur et de l'ampleur de cette escalade. 500 à 600 objets dans le ciel, visant principalement des cibles civiles. Donc le président ressent de la frustration, Poutine voulait qu'il soit frustré, il voulait que le président se retire, d'anneau, et qu'il cesse de soutenir l'Ukraine simplement à cause de cette frustration et qu'il la laisse tranquille. Mais cela n'arrive pas. Même s'il a réussi à atteindre son objectif de décevoir le président ne recule pas. En fait, vous savez, il va en quelque sorte changer le cours de la guerre, parce qu'il va faire 2 choses. Premièrement, il va augmenter l'aide militaire, permettre aux Européens d'acheter nos systèmes d'armement. Ils ont l'argent pour cela, et ils permettront soit à l'Ukraine de les acheter chez eux, soit ils les remettront eux-mêmes à l'Ukraine. Nous allons donc renforcer les capacités militaires de l'Ukraine, et croyez-moi, Poutine suit de très près les résultats sur le champ de bataille, car c'est là-dessus qu'il se concentre. Et nous donnerons également l'autorisation au Sénat et finalement à la Chambre des représentants. Et les Européens feront de même pour imposer des sanctions assez sévères, surtout contre ceux qui achètent du pétrole russe. Il s'agit de la Chine, de l'Inde et du Brésil. Le plus important ici, c'était la déclaration selon laquelle l'Europe imposera des sanctions aux pays qui achètent des ressources énergétiques russes.
Comment ils vont imposer des sanctions contre eux-mêmes, honnêtement, je ne comprends pas très bien. Mais la Chine, l'Inde et le Brésil, probablement, ils réfléchissent, ils communiquent entre eux d'une manière ou d'une autre en coulisses. Je ne sais pas, mais il semble que d'autres sources, des sources alternatives de pétrole et de gaz russe, aient été trouvées. Donc les deux ensembles forment en quelque sorte un tout. Ainsi, ensemble, ces deux étapes représentent une sorte de double coup visant à agir directement sur le problème avec la Russie sur le champ de bataille, ainsi que sur leur source de revenus, qui est évidemment cruciale pour que leurs troupes restent entraînées et bien équipées. À mon avis, c'est un moment charnière très important qui résulte de l'échec des négociations avec Poutine. À quoi servira notre armement ? L'Ukraine mène une action remarquable. L'Ukraine mène une défense exceptionnelle et réussit contre une force qui la surpasse en nombre 2 fois sur le terrain. Et Vladimir Poutine a intensifié les frappes contre la population civile, ce qui constitue en soi un crime de guerre. Et il a augmenté le nombre d'enlèvements d'enfants et leur transfert en Russie. Il s'agit d'environ 20 000 personnes. C'est tout simplement horrible quand on y pense. Donc oui, pourquoi fait-il cela et pourquoi l'accent est-il mis sur les civils? Il veut briser la volonté du peuple ukrainien et saper son soutien au gouvernement et à la guerre pour qu'il lève les bras et dise « ça suffit ». Et cela forcera Zelensky à faire des concessions importantes aux Russes. Et cela ne se produit pas parce que le peuple ukrainien est inébranlable, il continue de soutenir Zelensky. Aimerait-il voir un accord de paix et mettre fin à la guerre? Bien sûr, mais il ne compte pas le faire aux conditions de la Russie. Aux États-Unis, ils comprennent clairement la situation, tant sur le plan militaire que psychologique. Et Kane est une personne proche de Trump et son conseiller, donc penser que Trump c'était naïf et ne comprend pas la situation est assez stupide. Quant à l'idée que Trump serait en même temps un agent Krasnov, je n'en parle même pas. Seuls des idiots absolus, diplômés des établissements d'enseignement supérieur où on leur a lavé le cerveau pendant de longues années et appris à être un troupeau, peuvent croire cela. Il n'y a qu'eux qui peuvent y croire. La Chine, et au moins certainement la Corée du Nord, aident la Russie avec des soldats. Comment la présidente perçoit-elle la participation de la Chine à cela? La participation de la Chine, elle a été très complète. Au début, je pense qu'on ne comprenait pas complètement à quel point elle était complète. Bien qu'ils ne fournissent pas de plateforme armée complète, comme des pièces d'artillerie ou des chars, ils livrent des composants, des minéraux, des produits chimiques, des micates. Ils aident évidemment à financer cela grâce au pétrole russe, donc ils sont un grand financier. Mais la façon dont ils aident sur le champ de bataille sont vraiment impressionnantes. Et vous savez, pour réussir à tenir sur le champ de bataille Bill et Lana, il ne suffit pas d'avoir les armes elles-mêmes, il vous faut toute la logistique, le soutien. La Chine est le principal fournisseur de soutien global à la Russie. Et juste derrière, il y a les Iraniens qui ont créé une usine de fabrication de drones et l'ont construite à l'intérieur de la Russie. Et ils aident à déchaîner toute cette terreur sur les villes ukrainiennes, comme nous le voyons, surtout ces derniers jours. En réalité, la Troisième Guerre mondiale est déjà en cours. Elle n'est tout simplement pas appelée ainsi, parce que tout le monde espère que cela va s'arranger tout seul. La Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord d'un côté, l'OTAN, y compris l'Europe, les États-Unis de l'autre, plus Israël, plus les sunnites, plus le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, le Vietnam et, j'espère, la Turquie de l'autre côté. Et au milieu, il y a par exemple l'Inde, l'Amérique latine, une partie de l'Asie, l'Afrique est encore au milieu. Pour l'instant, on peut rester au milieu. Parce que les uns comme les autres, si quelque chose arrive, si quelque chose se prépare, ils vont exiger tu es avec nous ou tu es contre nous. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie, a répondu aux menaces de Trump en déclarant qu'aucune sanction ne détournerait la Russie de la voie menant à la réalisation des objectifs et des tâches fixées au pays.
on a vraiment envie de dire fixé par le parti. Mais le parti ne joue plus de rôle, c'est la coopérative O0 qui joue un rôle désormais. En même temps, dans la presse russe et ukrainienne, les journalistes et les blogueurs ont commencé à se moquer des efforts de Donald Trump pour mettre fin à la guerre, le traitant d'idiot, de narcissique, de fou, de raté et de marionnette de Vladimir Poutine. De plus, les médias russes ont insisté sur le terme « raté », alors que les médias ukrainiens ont souligné « narcissique ». Et l'Arban de Vladimir Poutine, ou qui était la complice de Vladimir Poutine, selon ce que chacun écrivait. Il est intéressant de noter que les deux parties en guerre détestent celui qui essaie de mettre fin à cette guerre fratricide qui a déjà fait 1 million de victimes. Au Congo et au Rwanda, il a fallu tuer 6 millions de personnes pour que les dirigeants des deux pays acceptent une trêve. Peut-être faudra-t-il que 6 millions, 16 millions de Russes et d'Ukrainiens meurent, pour que le désir de se battre diminue suffisamment des deux côtés, afin qu'ils acceptent de se parler. Dans l'émission du soir avec Vladimir Soloviev, M. Soloviev a dit « Si vous, enfin les Américains, il s'adressait à nous, aux Américains, disparaissez soudainement. Si vous disparaissez soudainement des marchés de la planète, le monde pourra enfin respirer plus librement. » Et puis la perle suivante, c'est « Mais qu'est-ce que vous faites au juste dont les gens se servent ?» Ensuite, il a fait quelque chose d'intéressant. Il a sorti son iPhone pour vérifier s'il n'avait rien oublié. Et voici ce que les Russes pensent de nous tous. Pour Donald Trump, la majorité de ses électeurs sont des gens pas très intelligents, plutôt primitifs, avec qui il faut parler de cette manière, avec des slogans stupides et tout faits. Pour ces rednecks, pour ce genre de personnes, quand même, pour les campagnards, comme on dit, qui crient... Oh, excusez-moi, je vous en prie. 10 mots qu'il intervertit parfois. Quel salaud, ah, vraiment, une mauvaise personne, j'y vais maintenant. Ce n'est pas lui que vous élisez. Non, mais écoutez, cet homme compte redevenir président. Eh bien, c'est sa manière. Ça suffit, oui, je ne parle pas de moi. Idiot, c'est sa manière de communiquer. Là-bas, il donne 14 milliards à Israël. Moi, je donnerai 140 milliards à Israël et rien à l'Ukraine. Tout pour Israël. Magnifique, comme ça, voilà. Et Maxime Yachine, si vous avez remarqué, a dit « La majorité de ceux qui ont voté pour Trump ne sont pas très intelligents et pas très instruits. » Il a réfléchi puis ajouté « Primitifs, voilà ceux qui ne comprennent que les clichés et les slogans stupides de celui-ci. De celui-là contre nous, a-t-il dit. Voilà dans la version russe de 60 minutes. Il a été dit que Donald Trump donne souvent des raisons de douter de ses capacités mentales, mais on n'a pas précisé exactement quelles raisons ni à quelle fréquence il les donne. Parce que le public ne pose pas de questions, il avale tout ce qu'on lui donne. À la télévision ukrainienne, souvent... On entend des phrases comme « Ce type, eh bien, Trump parle avec le vaurien et fasciste Poutine, virgule, avec le Hitler du XXIe siècle, donc il est pareil lui aussi ?» Donc, il a assez pareil lui aussi. Le désir de Trump de mettre fin au carnage suscite une haine farouche. En ce qui concerne la population, les médias ukrainiens ont amené la population à penser que 73% considèrent chaque Trump étant soit mauvais pour l'Ukraine, soit un ennemi de l'Ukraine. Trump est un ennemi de l'Ukraine. Dans les médias ukrainiens, il y a eu des informations selon lesquelles Trump aurait donné à Poutine jusqu'à la fin août, car Poutine lui aurait dit qu'il bombarderait intensivement l'Ukraine pendant 2 mois. Et Trump veut laisser à son ami, ou bien à son patron, ou à son PV des rues, le temps de bombarder tout ce qu'il souhaite. D'autres sources affirment que Poutine a informé Trump qu'après la conquête des territoires de Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia, il s'arrêtera et prendra ce qui est déjà inscrit dans la constitution russe. Et il n'ira pas plus loin. Et Trump l'a cru et lui a dit « Frère, prends-le ».
En d'autres termes, tant la presse et l'élite ukrainienne que la presse et l'élite russe essaient de toute leur force de convaincre Trump d'arrêter la guerre. Mais Trump ainsi que nous, messieurs, savons ce que pensent les mères des enfants ukrainiens qui servent des combats dans cette même armée. Et quel pourcentage de la terre ukrainienne est plus important pour elles que la vie de leur fils? Alors maintenant, c'est au tour des pays qui risquent de se voir imposer des droits de douane à 100% sur leurs importations aux États-Unis. Des Unis. Attendons de voir ce qu'ils vont dire. Il s'agit de l'Inde, du Brésil, et bien de la Chine, mais avec la Chine, bien sûr, c'est une histoire particulière. Et des dizaines d'ailleurs de plus petits acheteurs, des destinataires de ressources énergétiques russes. En réalité, c'est de leur position que dépendront la réaction et les actions de la Russie. C'est pourquoi ne nous précipitons pas, attendons et voyons. Du moins de mon point de vue, il y a plein de bonnes nouvelles.